Bienvenue à cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine, je vais recevoir Ray Lalonde. Vous connaissez bien Ray Lalonde, qui est chroniqueur au 5 à 7. C'est un as du marketing sportif notamment. Mais Ray a un grand background en football. On va en parler notamment, mais la raison principale de sa visite, ça va être pour parler des changements auxquels on assiste dans le monde du sport au niveau de la diffusion d'événements sportifs en direct. Il y a un virage qui se fait en direction du streaming. Alors, on va discuter de ça avec Ray parce que ça affecte grandement également du côté de la NFL, bien sûr. Après ça, on va recevoir la visite de l'ancien receveur de passe de Penn State, maintenant un membre de l'Université Coastal Carolina, Malik Mega. Alors, on va parler avec Malik. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a décidé de changer d'université? Et comme à l'habitude, on va terminer l'épisode en beauté en recevant Marc-André Chaloux afin de jaser de fantasy football du côté de la NFL. Alors, je vous le rappelle, on produit maintenant le podcast Le Sac du Cœur de façon indépendante. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne rien manquer des publications qu'on fait tout au long de la semaine. On publie des extraits du podcast, bien sûr, et d'autres choses. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr à me suivre via mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. Alors, on va maintenant accueillir Ray Lalonde. Tout d'abord, Ray, merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais à quel point tu as un horaire chargé. Et comme je le disais tout à l'heure, on te connaît en tant que chroniqueur au 5 à 7, mais bien sûr, avant ça, tu as travaillé pour le Canadien de Montréal, pour les Alouettes notamment. Mais j'aimerais qu'on commence en parlant de ton background de football, parce que tu as un grand background de football. Puis bon, j'ai même oublié, tu as travaillé pour la NBA aussi. Il n'y a rien que tu n'as pas fait ou à peu près dans le domaine du sport. Mais tu es un ancien des Diablos de Trois-Rivières. Notamment, tu as été entraîneur au niveau collégial et tu as même aidé le groupe d'entraîneurs à l'Université Penn State à l'époque, lorsque Joe Paterno était entraîneur-chef. Parle-nous là, de tes débuts dans le football et de ton amour pour ce sport. Merci Didier. Alors, bonjour à tout le monde. Pour moi, le football, ça fait partie de mes sports préférés depuis longtemps. Tu sais, on travaille dans une industrie, ça ne veut pas dire que c'est notre sport préféré nécessairement. Je suis originaire de la région de la Mauricie, puis à Trois-Rivières, le football à l'époque, dans les années 70-80, c'était vraiment le sport le plus important. Quand j'ai commencé, j'étais tout jeune, j'étais dans le sport, je baignais là-dedans, j'ai passé ma vie dans le sport. Ça fait 38 ans que je gagne ma vie en faisant du sport de haut niveau, puis au niveau analyse, au niveau opération, au niveau mise en marché, puis au niveau entraîneur. Donc, ça a toujours été important pour moi. Puis tous les sports sont passionnants pour moi également. Le football, c'était un de mes premiers sports. Je jouais au hockey, au baseball, tous les sports qu'on pouvait faire au hockey, au niveau mineur quand j'étais jeune. Mais le football, j'ai commencé à jouer quand je suis arrivé au séminaire de Trois-Rivières, le séminaire Saint-Joseph, qui était un château fort du football. On avait des excellentes équipes invaincues à chaque année. On avait une rigueur et une discipline qui était hors du commun. On a appris à vraiment gagner correctement. Ça s'est transporté vers le cégep par la suite avec les Diablos, où encore une fois, on gagnait beaucoup. Et puis, on jouait contre des équipes anglophones de Vanier, John Abbott et Lennoxville, entre autres. Puis, ça a pris quelques années avant que le français arrive de façon dominante. On recrutait des joueurs de Bécomo jusqu'à la région d'Ottawa. On en avait de Marieville jusqu'à la Mauricie. Peu importe, quand on voulait jouer au football en étant jeune, côté francophone, on passait par Trois-Rivières. Puis après ça, je suis allé jouer au football universitaire à McGill pour 4 années. Je suis devenu coach tout de suite après. Euh, et puis, après ça, j'ai fait un choix important, c'est-à-dire d'aller augmenter mon niveau académique pour aller chercher une maîtrise. Et je voulais coacher au football puis me rendre jusque dans la NFL. Alors, je commence par la Division 1, si on veut. Puis j'ai appliqué à, je dirais, au moins 150 écoles de tous les niveaux. Tu sais, j'étais un vrai fan de football universitaire américain dès l'âge de 5-6 ans. Là, je regardais tous les matchs, tous les bowls. Ça me fascinait, ces bowls-là. Le concept d'un bol, là, tu sais, puis le football, puis le jour de l'an. À l'époque, quand on était jeune, on avait pas autant de produits télévisés. On va en parler tout à l'heure, mais c'était vraiment spécial pour moi. Puis, alors, j'ai reçu des rejets de chacune de ces institutions-là que j'ai appliquées. Pourquoi? Parce que je suis un Canadien, puis j'avais pas énormément d'expérience, mais j'avais beaucoup de détermination, de persévérance. Puis à Penn State, ben, le directeur des opérations à l'époque, qui n'était pas un entraîneur, mais directeur des opérations football, m'a dit regarde, viens nous rencontrer. J'étais admis à l'université. J'avais obtenu ma bourse pour payer toutes mes études. Alors, c'était déjà un pas dans la bonne direction. Fait qu'il dit Ray, viens-t'en ici, viens nous rencontrer. On va faire une coupe de meetings occasionnellement dans les mois qui ont précédé la saison
87. Puis Penn State venait de gagner le championnat national en 86, c'est-à-dire le 2 janvier 87 contre les Hurricanes de Miami. C'est ce qu'on appelait the Game of the Century. C'est un Oui. Canadien d'origine de Hamilton, Pete Giftopoulos, qui avait intercepté 2 ballons. Il y avait des joueurs comme Shane Conlon qui jouait pour Penn State à l'époque, qui est devenu un All-Pro dans la NFL. Puis, écoute, Miami avait Vinny Testaverde, puis un paquet de joueurs comme Michael Irvin. Il y a une grosse équipe, tu sais. Puis ça a été tout un match. Ça s'est terminé 14-10 pour Penn State au Fiesta Bowl en Arizona. Fait que j'ai suivi quelques mois après, puis je suis arrivé là-bas après plusieurs voyages aller-retour pour les convaincre qu'ils devaient m'embaucher. Puis ils m'ont effectivement embauché. Ils m'ont offert un poste quand je suis arrivé au mois de juillet. J'étais un volunteer coach. Parmi les entraîneurs, il y en avait 11 ou 12 entraîneurs temps plein. Il y avait 2, 3, 4 graduate assistants qui sont à temps plein aussi, qui sont payés, mais qui ont le mot graduate avant. Ça voulait dire que tu devais être aux études en même temps. Puis Oui, après ça, il y exact. avait quelques volunteer coachs. Alors, j'ai passé par cette étape-là. Puis après une année, on a terminé avec une défaite contre Clemson au Citrus Bowl à Orlando. Après une année, Joe Paterno est venu me voir pour me dire je t'offre un poste à temps plein avec nous autres. Comme graduate assistant, évidemment, tout ça est payé, salarié, plus les études. Ça m'a permis de compléter ma maîtrise. Puis Mais là, ça a été comment une tu te année. sentais quand Joe Paterno vient te voir? Tu sais, Joe Paterno, là, un des plus grands entraîneurs au football universitaire américain à ce moment-là. Là, il vient te voir puis te dit, écoute, je te veux dans mon équipe en tant que graduate assistant. Là, pour un gars de Trois-Rivières, tu sais, tu l'as Ouais. dit, tu as dû faire preuve de persévérance, de détermination. Puis là, d'atteindre ton objectif d'une certaine façon. Comment tu t'es senti là, quand Joe Paterno t'a dit ça? Ben, je me rappelle encore de la date précise, donc tu sais, ça restait collé à ma mémoire, Didier, parce que c'est assez particulier. Ils ont le choix, là. Il y avait 200 candidats qui avaient appliqué, puis c'était des gars qui venaient de toutes sortes de collèges et de high school américains, avec des connexions là, avec ces gars-là. Moi, j'arrivais du Canada, personne ne me connaissait, littéralement. Là. Puis je pourrais te faire un podcast complet sur mon arrivée là-bas, puis comment ça s'est passé au fil des 2 années. C'est vraiment du bon stock. Un jour, là, quand je vais arrêter de travailler, là, je prendrai le temps de me faire un petit Audible sur Amazon, un livre, et puis je raconterai certaines des bonnes anecdotes, tu sais, très positives, très enrichissantes sur mes 38 ans dans le sport à ce niveau-là. Fait que, tu sais, ça, c'est, excuse-moi pour le téléphone, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que ça signifiait que je venais d'être accepté dans une institution de haut niveau Mhm. renommée. Là, Penn State, c'est encore Oui, ben très oui, gros. absolument. C'était très gros, puis on dominait, puis on venait de gagner le championnat national. Alors, tu vois, on avait des joueurs qui allaient dans la NFL à chaque année, et plusieurs choix au pêchage. Alors, ça a été excellent. Puis j'ai eu l'occasion de travailler à l'attaque et à la défensive. Donc, une année passée à la défensive et une année passée à l'attaque. Quand tu parles de l'expérience d'un jeune coach, ben, si, si tu es dans un programme comme ça, il te lance dans la fosse au lion. Tu n'as pas le choix que d'apprendre rapidement, faire tes devoirs. Puis, Didier, je te le dis, là, c'était des journées là, de 18 heures, 7 jours par semaine, pendant plus d'un an, jamais un jour de congé. Jamais un jour de congé, je te le dis. Mais là, tu es jeune, tu as de l'énergie, pas un problème, tu ne te questionnes Ouais, c'est pas. ça. Tu sais, honnêtement, c'est vraiment pas un problème. C'est juste que c'est bien exigeant. Puis, tu sais, je racontais ça à mes fils récemment qui jouent au hockey universitaire dans la NCAA aux États-Unis. Puis je leur expliquais comment c'était quand j'étais à Penn State. On avait un meeting avec tous les coachs, une quinzaine de gars assis autour de la table à 7 heures le matin, tous les matins. Il fallait toujours que tu arrives 13 minutes avant le meeting. Puis là, le meeting commençait avec Joe Paterno au bout de la table. Puis là, on reprenait les activités de la journée avant. On préparait notre journée de pratique au peigne fin. Tu sais, quand on disait que bon, les receveurs de passe vont travailler sur ce drill-là de 4h13 à 4h17, c'est 4 minutes. Tu sais, je veux dire, c'était pas 4h10 à 4h20, là. On n'arrondit pas de Ouais. points. Là. C'est 4h13 à 4h17. Puis là, à 17, ça sonne, puis il faut que tu aies à peu près 10 secondes pour te rendre à l'autre exercice avec ton autre unité, ton autre cellule. Fait que, tu sais, à 7 heures le matin, puis là, quand on jouait sur la route, puis je suis allé coacher à Alabama, à Notre Dame, des places mythiques, on était dans l'avion après le match, on revient après le match. C'est sûr que les joueurs, eux autres, ont leur soirée, puis les coachs avec leur famille, mais les jeunes coachs, oh non, dans le Ah, bureau tout le de suite. travail ne fait que commencer, Mais ben non, oui. là tu arrives à 9 heures le soir, tu as le temps de manger un repas, Mhm. tu vas dans le bureau, cote les films, prépare tout ça pour un meeting le dimanche matin à 7 heures, encore une fois. Ça arrêtait, on ne jouait pas le dimanche. Puis là, le dimanche à 10 heures, les coachs étaient plus religieux, ils allaient à l'église, ils allaient à la messe. Nous autres, on restait dans le bureau, on travaillait parce que les joueurs arrivaient le dimanche après-midi.
pour leur débrief sur le match. On avait gradé tous les films. On avait déjà coté tout le monde. Puis là, quand tu as 150 joueurs dans ton équipe, il faut que tu rencontres ces gars-là. Ceux qui ont joué, ben, ils ont une cote, puis un bulletin, puis ainsi de suite. Puis là, tout de suite après, on sautait sur la préparation du scouting report, qui était déjà complété la semaine suivante sur le prochain adversaire. Mais là, il fallait débriefer les coachs et les joueurs et préparer la semaine de pratique, puis gérer les scout teams. Les scout teams, c'est les équipes qui agissent de l'autre côté en attaque ou en défensive, justement pour mimiquer l'adversaire prochain. Fait que moi, j'étais responsable du scout team défensif. On jouait contre l'attaque numéro 1. Écoute, tu peux pas te tromper, là, Didier. Tu peux pas placer un gars à mauvaise place. Il peut pas avoir le mauvais numéro sur son chandail, là. S'il est pour répliquer un joueur de Notre Dame ou d'Alabama ou de Boston College ou de Syracuse, ben, il faut qu'il joue, puis qu'il agisse, puis qu'il ait l'air exactement comme le gars. Fait que là, toi, il faut que tu coaches les Exact. gars comme si tu coachais des gars dans une pièce de théâtre. Fait que là, puis il faut qu'ils bougent au bon moment, à bonne place, pour donner au corps arrière, puis à l'attaque, par exemple, ben, le meilleur look possible. Alors, là, écoute, ça, Ouais, ça s'appelle faut avoir le une sens du immersion détail. d'expérience. Oui, définitivement, définitivement. Puis c'est bien, après toutes ces années, on ressent la passion là, tu sais, dans ta voix quand tu parles de ces moments-là que tu as vécu Absolument. à Happy Valley sous Joe Paterno. Une chose qui t'aurait aidé à l'époque, c'est la technologie. Tu sais, puis tu parlais là, de couper les vidéos. Ça se fait beaucoup plus rapidement en 2024 comparativement à cette époque-là. Parce que là, on parle de quoi? Fin années 80, début années 90 Fin des années environ. 80, oui. Ouais, c'est ça. Donc, ce travail-là est un peu plus facile, entre guillemets. Mais si tu veux devenir entraîneur-chef, entraîneur, je veux dire, au niveau du football universitaire ou dans la NFL, ben, c'est ça le chemin à prendre. Tu sais, il n'y a pas de Absolument. raccourci. C'est pas facile. Ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas nécessairement. Mais oui, en parlant de technologie, ben, ça va nous amener justement à parler notamment du streaming, qui est de plus en plus présent dans le monde du sport en général. On va se concentrer un peu plus, bien sûr, au niveau du football de la NFL. Parce que, bon, la NFL a annoncé il y a quoi, 2 semaines que Netflix va présenter les 2 rencontres au cours des 3 prochaines années qui vont avoir lieu lors de la journée de Noël. Depuis quelques années déjà, les matchs jeudi soir aux États-Unis, là, faut s'entendre, aux États-Unis, sont présentés sur Amazon Prime. Amazon Prime va même commencer à présenter des matchs à la Ligue nationale de hockey dès la prochaine saison. Tout ça change. On a préparé un tableau, justement, encore une fois. C'est aux États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Ça finit toujours par se reproduire au Québec, au Canada, éventuellement. Bon, on voit tous les diffuseurs qu'il y a maintenant, là, diffuseurs télé et également au niveau du streaming. Ray, si quelqu'un qui habite aux États-Unis ne veut rien manquer de la NFL au cours de la prochaine saison, là, veut être en mesure de voir tous les matchs, on doit s'abonner à toutes les chaînes qu'on voit à l'écran. Tout ça, ça serait pour un montant là, durant juste la période de la saison de 855,86 $ US. C'est complètement fou. Ça coûte beaucoup plus cher que le câble à l'époque. C'est quoi ta réaction là, quand tu vois ça? Comment, finalement, la NFL, elle faisait avant, mais là, elle le fait encore plus. Elle vend son produit en pièces détachées, là, finalement, que ce soit au réseau de télé et maintenant au streaming. Ben, moi, ma première réaction, Didier, c'est ce que j'appelle une aubaine. Tu as tout le produit NFL pour 855$. Honnêtement, vraiment. Une Hey, aubaine, tu trouves, à ce prix-là? si tu es un fan de football, là, euh, la plupart des Américains le sont, là. Ça, c'est un autre débat, puis une autre conversation. La culture américaine, puis la passion qui fait vibrer les Américains, c'est le football. Il n'y a rien de comparable au football. J'ai travaillé pour le C'est football. c'est une Et religion quand carrément. quand je te parle de ma carrière, quand j'ai switché après à Penn State, je suis revenu travailler à McGill comme coordonnateur offensif. Puis après ça, j'ai coaché au Vieux-Montréal. Puis après ça, je me suis retrouvé, tu sais, pour ce qu'on appelle l'NFL Europe aujourd'hui, la World League of American Football. Puis avec mon expérience dans la CFL, il n'y a pas une ligue de football que je n'ai pas touchée. Mhm. De façon très humble que je te dis ça parce que le football, ça demeurait quelque chose qui m'a toujours fasciné. Quand j'étais très jeune, j'avais des aspirations d'être le commissaire de la NFL à l'époque où Pete Rozelle était là, parce que je me disais, écoute, c'est la chaise numéro 1 pour tout le football dans le monde entier, malgré que le football américain, c'est relativement limité géographiquement. Mais la NFL aujourd'hui, c'est un produit qui commence à étaler ses tentacules. On sait qu'il y a un match Oui. en septembre prochain entre les Packers et les Eagles à Sao Paulo, au Brésil. Ils vont aller en Espagne l'an prochain. Cette année, il y a 3 matchs en Angleterre puis un autre match en Allemagne, à Munich.
bon, ça, moi, j'ai tout vécu ça parce que quand j'étais avec les NBA, il y a 25 ans, 30 ans, whatever, euh, on était déjà dans un cheminement de globalisation. Mais c'est Mhm. plus facile pour la NBA que ça l'est pour la NFL parce que le basketball est un sport beaucoup plus populaire dans le monde entier que le football américain ou que le Ouais, hockey ou que le baseball. c'est ce que Alors, il y a ben c'est ça, et c'est ce que la NFL essaie de faire. Elle essaie maintenant exact, parce que on s'entend que le marché nord-américain, que ce soit aux États-Unis, comme tu viens de dire, au Canada, c'est maximisé. Là. Aller chercher capé, plus de revenus en Amérique du Nord, ça devient impossible exact, à faire. Donc, on veut de la nouvelle argent et c'est la raison pour laquelle on a des programmes. On développe même des joueurs maintenant en Europe. Là. On a une tout à fait. académie de la Ouais. NFL Mais à c'était ça Londres, le en concept. Angleterre. Ouais. Ouais, Didier, le concept de NFL Europe, c'était ça. C'était de développer des Ah oui, joueurs pour avoir c'est quelques-uns un de ceux-là. copier-coller qu'on fait maintenant avec la NFL. Exactement. Alors, tu sais, bon, la NFL puis les plateformes numériques, euh, ben, c'est un avancement. Alors, d'abord, de façon générale, les plateformes numériques, c'est l'avenir de toute la consommation. La seule raison pourquoi que les télés traditionnelles existent encore, CBS, NBC, Fox puis ABC, c'est parce que d'abord, il y a des gens, une bonne portion de la population qui ne peut pas se payer toutes ces bundles de câbles, de satellites et de plateformes numériques. Alors, les Hulu, les Crave, puis tout ça, le 850$ devient cher pour certains individus et certaines familles. Donc, ça te prend Ouais. encore des télés traditionnelles linéaires. D'un autre côté, le contenu, parce qu'on est dans une guerre de contenu, Didier, c'est toujours une guerre qui fait en sorte que euh, être sur une télé traditionnelle, tu es limité à la télé puis à un abonnement au câble, au satellite. Être sur une plateforme numérique, le consommateur a plus de choix. Son téléphone intelligent peut le suivre partout. Tout ce que tu as besoin, c'est une connexion Wi-Fi ou une base de data qui te permet d'avoir le stream que tu recherches. Bon, Mhm. c'est l'avancement de la technologie dans le monde entier. Pourquoi la radio est moins importante aujourd'hui, puis pourquoi la télé traditionnelle est moins importante? C'est parce qu'à la fin, elles sont de moins efficaces véhicules publicitaires. Puis le sport, c'est le plus grand véhicule publicitaire. Sans la publicité, il n'y a pas tout cet argent-là qu'on dépense pour les athlètes ou pour les droits. C'est parce que la publicité est là. Mais pourquoi la publicité dicte ça? C'est parce que la publicité circule mieux sur des téléphones intelligents, sur les médias sociaux, sur toutes les plateformes numériques que sur la télé traditionnelle. Donc, s'il n'y avait pas de sport en direct, comme la NFL, comme les autres Mhm. sports majeurs, la télé traditionnelle disparaîtrait. On serait uniquement sur les streams. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître parce qu'il y a encore de la place. Tu as besoin quand même d'avoir un débat présidentiel entre Trump et Biden sur la télé linéaire parce qu'il faut que tout le monde le voit le débat. Puis tout le monde n'a pas les plateformes numériques. Apple, Amazon, YouTube, Google, Netflix, évidemment. Alors, Ouais. parce qu'il y a un coût à ça. Bon, la NFL a signé il y a 2 ans, ça a commencé l'an dernier, des ententes avec toutes les plateformes existantes possibles, qui vont totaliser au cours des 11 dernières années à peu près 125 milliards de dollars. Fait que ça, cet argent-là va être redistribué à chaque année aux 32 équipes. Ça fait partie des droits nationaux. Puis, puisque les chaînes numériques, Didier, comme Netflix, ont 270 millions d'abonnés dans le monde, ben, eux autres ont ce qu'on appelle un reach, si tu me permets, là, une portée beaucoup plus grande que Ben NBC oui. ou ABC. C'est pour ça que la MLS a signé avec Apple TV. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'argent en Amérique du Nord encore pour le soccer de la MLS, mais Apple le diffuse dans le monde entier. Fait que les joueurs de la MLS, dont Lionel Messi, bénéficient tout de suite de ce rayonnement-là en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, instantanément. La NFL Hein? voulait ça. Fait que Netflix paye Ouais, comme... 75 millions pour les 2 matchs de Noël que tu as mentionnés plus tôt. Puis la NFL est contente parce que le jour de Noël, dans le monde entier, s'il y a des fans de Et la voilà. NFL, ils vont avoir accès à ces 2 matchs-là. Puis Amazon a pris le jeudi soir depuis 2 ans déjà, parce que pour les mêmes raisons, qui ont au-dessus de 200 millions d'abonnés eux aussi, mais la NFL est maintenant capable de progresser avec son plan de globalisation, la conquête du monde. Ça ne sera pas facile parce que le football américain n'est pas pratiqué partout. Mais au moins, ils vendent des droits, ils vendent des produits Mhm. dérivés, ils vendent des commandites, puis il y a des visiteurs, des touristes qui achètent des billets. C'est comme ça qu'on met en marché une business mondiale. Alors, Et c'est pour ça voilà. que la NFL aujourd'hui, quand tu regardes l'ensemble, il y a de tout.
tous les jours de la semaine. La prochaine saison, à Didier, les Chiefs de Kansas City, qui sont champions du Super Bowl, vont jouer tous les jours de la semaine, sauf le mardi, au cours d'une saison. J'en ai parlé à l'antichambre l'autre soir. C'est quand même incroyable. Ils vont avoir un match le mercredi, parce que Noël, c'est le mercredi. Ils vont avoir un jeudi, Thursday Night Football. Ils vont avoir Oui. le Black Friday. Ils vont avoir le samedi, parce qu'en fin décembre, on joue des matchs le samedi. Évidemment, dimanche après-midi, Sunday Night Football, Monday Night Football. Finalement, la NFL, graduellement, est en train d'écraser comme un rouleau compresseur tous les autres sports. Puis Ben tout voilà, c'est l'espace ça. et l'oxygène qu'ils ont, c'est fini. Alors, Et ça, là, voilà. c'est l'avenir de la consommation devant nos yeux. Ils vont plus se limiter justement là, tu sais. Il y a une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, le football c'était quand? Principalement le dimanche. Là, tu avais après ça le match du lundi soir. Et c'était Ouais. tout, là. Tu avais du Ouais. football 2 jours semaine. Ça va devenir pratiquement comme la Ligue nationale de hockey ou comme la NBA parce que du moment qu'il y a un match de la NFL qui est présenté, peu importe si c'est un bon match ou non, Ray, peu importe Non, si c'est des bonnes équipes qui s'affrontent en termes de code d'écoute, mais il n'y a aucun autre sport qui peut rivaliser, pas juste sport, émission de télé qui rivalise avec eux en termes de code t'as d'écoute. Puis raison. comme tu l'as dit, tu peux aller chercher bon, les commanditaires, la publicité, ainsi de suite. Puis afin de rendre le football un sport global, tu sais, que tu as mentionné ça, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, le flag football, Ray. C'est très important. Là. La NFL sait qu'est-ce qu'elle fait. Le flag football va être un sport olympique lors des Jeux d'été de 2028 qui sont présentés à Los Angeles. Mais la beauté du flag football, c'est, bon, si tu as des enfants, puis là, tu trouves le football, c'est peut-être trop violent, et puis bon, avec les commotions cérébrales, ben, pour les parents, c'est beaucoup plus invitant de laisser leurs jeunes jouer au flag football parce qu'il n'y a pas de contact. Ben, juste ça, c'est beaucoup plus inclusif. Les filles aussi peuvent y jouer, peuvent compétitionner contre des jeunes hommes également. Puis Tout à on le fait. voit, c'est en expansion le flag football. Il y a même la Ligue universitaire au niveau des universités canadiennes qui prend de l'expansion. Puis les filles sont bonnes, tu les vois lancer le ballon, elles sont des excellents athlètes également. Mais pour en revenir justement au streaming, il y a quelque chose qui vaut de l'or maintenant, c'est le data. Les informations que tu peux aller chercher sur les partisans qui sont abonnés au service de streaming. Ça, toutes les ligues sportives sont à la recherche de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance du data? Pourquoi les équipes sportives, toutes les ligues en fait, sont à la recherche du data? Et on le voit, la Ligue nationale de hockey, elle aussi, comme je disais tout à l'heure, avec son association avec Amazon Prime dès l'automne prochain, ben, elle veut avoir accès aux data de ses partisans. Bon, alors, il y a deux éléments dans le data, les données. D'abord, il y a le côté sur le consommateur, puis ensuite, il y a le côté performance athlétique. Euh, les données sur le sport, que ce soit au tennis, au golf, euh, au football ou la NBA ou au hockey, les vitesses des rondelles, la durée des chiffres, bon, la vitesse d'un joueur sur un terrain de football, l'impact lors d'un contact, leur rythme cardiaque lorsqu'ils performent. Les données sur le côté performance aident à augmenter le niveau athlétique, le niveau de performance, la réglementation, la technologie, tout ça pour rendre le sport plus intègre et plus performant. On pousse toujours à la limite ce qu'on est capable de faire en récoltant les données sur les individus, sur les équipes, sur les matchs. Alors, appelle-le statistique avancée, données analytiques, données personnelles, peu importe, mais le côté performance, compétition, résultat, c'est un volet très important dans tous les sports aujourd'hui. Il n'y a aucun. Quand tu regardes un tournoi de golf, tu vois derrière le joueur, tu as le top tracer. La balle est frappée, tu la suis sur sa lignée. Ensuite de ça, tu as la vitesse d'accélération du bâton de golf dans les mains du. Hey, Hawkeye au tennis. Les rondelles de hockey, pendant une année, il y a quelques années, avaient des puces à l'intérieur pour juger un peu de la vitesse de la rondelle puis l'accumulation de statistiques pour ça. Dans des ballons de soccer aujourd'hui, dans les championnats mondiaux puis dans les Olympiques, dans les Coupes du Monde, il y a des puces qui sont insérées à l'intérieur des ballons. Je peux continuer sur tous les sports, mais c'est toujours dans le but d'améliorer le produit, puis effectivement le spectacle, puis la consommation. L'autre Mhm. côté, c'est le consommateur. Le consommateur, Didier, dans ta vie, les gens conduisent des Tesla, ils ne se rendent pas compte que la Tesla est en train d'accumuler toutes les données sur toi à chaque minute que tu conduis, puis tu ne le sais même pas. Ils sont en train d'enregistrer ta vie, puis tu ne le sais même pas. Quand tu t'abonnes à quelque chose, tu dis j'accepte les conditions, ça veut dire que tu acceptes de Mm. partager tes données. Ça veut dire que tu acceptes qu'ils prennent tes données et qu'ils les vendent. Pourquoi ils les vendent? Ben, pour de la publicité ciblée,
pour la capacité Voilà. d'un annonceur. Ah, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des plateformes publicitaires, le sport. Pas de publicité égale pas de droit de diffusion, égale pas de salaire, égale pas de ligue sportive. S'il n'y a pas de publicité aujourd'hui à tous les niveaux, ben, il n'y a pas de commercialisation du sport. Fait que, ne perdons pas de vue qu'on a besoin de ça si on veut continuer à payer des salaires comme on a aujourd'hui, si on veut continuer à voir des événements de grande envergure. Ça prend des annonceurs publicitaires. Parce que quand NBC, puis ESPN, puis tout ça vont donner à la NFL généreusement 2 à 3 milliards par année, qu'est-ce qu'ils vont faire pour récupérer cet argent-là? Il faut qu'ils vendent les droits puis les annonces publicitaires au cours des matchs de la NFL. Mais parce qu'ils savent qu'il y a en moyenne 19 millions de téléspectateurs par match de la NFL, tout match confondu, l'an passé. Puis pendant le Super Bowl cette année, ils sont allés chercher 120 quelques millions de téléspectateurs qui ont regardé les Chiefs battre les 49ers. Ça vaut de l'or, ça. Fait que ça veut dire que ces données-là, qui sont accumulées au fil de l'année, servent pour cibler puis reconduire la business, puis c'est ça l'investissement, puis tu veux le retour sur ton investissement. Donc, les données des consommateurs, qu'est-ce qu'ils mangent, quelle heure ils arrivent au match, quelle sorte de siège ils préfèrent, qu'est-ce que l'individu regarde le plus, ça fait toujours partie de cette espèce d'aménagement, de construction d'un produit puis de contenu. Si toi, Didier, tu sais que tes écouteurs de ton podcast préfèrent que régulièrement tu reviennes sur Patrick Mahomes puis les Chiefs, ben, tes données vont te donner cette information-là, puis toi, tu vas Mhm. l'utiliser pour dire, ben, je dois remplir les attentes de mes auditeurs, de mes téléspectateurs, de mes podcasters qui écoutent. Parce que je vais parler de Patrick Mahomes plus souvent. À chaque fois que j'en parle, les codes d'écoute montent ou les chiffres montent. Fait que finalement, c'est très simple comme principe. C'est juste qu'il ne faut pas perdre de vue notre téléphone intelligent, tous nos appareils de technologie ne cessent d'accumuler des données sur nos vies qui sont ensuite réutilisées, retransmises à des acheteurs de ces informations-là qui s'en servent pour nous rejoindre et pour nourrir les algorithmes qui font en sorte qu'on nous présente des choses qu'on aime voir devant nos yeux lors d'une séance devant un ordinateur ou sur nos téléphones. Donc, l'avenir, c'est toujours de faire le choix. Est-ce que je partage mes données ou non? Est-ce que je dis oui ou j'accepte? Puis parfois, si tu n'acceptes pas, tu n'as pas accès. Alors, tu Et vois-tu, voilà. Ouais. c'est des espèces de firewall qui sont créés là, pour protéger les gens, mais pour protéger le contenu aussi. Je termine avec une chose sur les données. C'est une guerre d'abonnés pour les plateformes numériques. C'est une guerre de contenu pour la création puis la production. Puis c'est une guerre de data et de données. Fait que quand tu mets tout ça ensemble, l'objectif des prochaines années là, devant nos yeux sur la consommation de divertissement dont fait partie le sport, c'est l'ensemble de ces 3 points-là. Ben écoute, Ray, on pourrait continuer à en parler pendant très longtemps. Je veux juste aborder avec toi juste une dernière question. Je sais que tu dois y aller aussi. La Ligue canadienne de football. Puis là, on parle de la NFL, bien sûr, de la Ligue nationale de hockey, les ligues majeures de baseball, tu as mentionné la MLS, même la WNBA. Certaines de ces rencontres vont commencer à être diffusées sur Disney+. La Ligue canadienne est tellement en retard comparée aux autres ligues professionnelles. Bon, c'est sûr, c'est pas le même. Alors, on n'a pas les mêmes ressources financières que les ligues que je viens de mentionner. Moi, je veux juste savoir, d'après toi, bon, tu ne possèdes pas de boule de cristal, mais avec le modèle d'affaires que la Ligue canadienne a et tout le retard qu'elle a au niveau de plusieurs facettes, là, est-ce que cette ligue-là va toujours exister dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que le monde évolue. Et malheureusement, du côté de la Ligue canadienne, bon, on a des ennuis, il faut se le dire, là, à suivre l'évolution du monde. Écoute, Didier, c'est une bonne question, une bonne interrogation, surtout pour toi qui couvre le football canadien de très près depuis longtemps, puis tous tes collègues à RDS qui font un bon travail de suivre les Alouettes de près, tu sais, puis pour Québécois qui a acheté les Alouettes, bon, tu sais, j'ai été président et PDG des Alouettes pendant un peu moins de 2 saisons. Une des choses qui a contribué à une différente approche, c'était justement ça. Les ambitions de la Ligue canadienne euh, sont pas nécessairement aussi dynamiques qu'elles devraient l'être. Là, tu vas me dire, ouais, mais on peut pas se comparer à la NFL. Bien sûr que non. Mais il faut quand même être capable
d'emmener notre produit, notre niveau à l'excellence, de façon à convertir les gens au Canada. À l'époque, Didier, la NFL existait, puis la CFL aussi, puis on était tous fans de la CFL de façon régulière. On faisait de la place aux deux sports. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a plus de choix. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu sais, à l'époque, il y avait le Monday Night Football puis le dimanche après-midi dans la NFL. Aujourd'hui, c'est tous Mhm. les jours de la semaine ou presque. Fait qu'il y a un surplus de contenu. On est congestionné, là. On a 24 heures dans une journée, puis on manque de temps, puis on manque d'oxygène pour suivre tous les sports. Fait que la CFL a pris le bord. Puis malgré les investissements de TSN ou Bell Media pour garder ça en vie, moi, je te le dis, si c'était pas de TSN, la CFL n'existerait plus aujourd'hui parce que c'est eux qui sont non seulement le diffuseur exclusif, mais qui sont aussi le plus gros commanditaire, le plus gros donneur à la Ligue canadienne. La Ligue canadienne a un niveau de popularité un peu plus élevé dans des villes comme Saskatchewan ou comme Winnipeg, moins élevé dans des villes comme Toronto, Vancouver et Montréal, qui sont les plus grandes villes au Canada. Ça demeure un défi. Le plus gros défi, cependant, Didier, c'est si tu penses que la NFL écrase les produits aux États-Unis, comme la NBA puis le baseball majeur, ben imagine ce que la NFL fait pour la Ligue canadienne. La NFL est tellement forte au niveau marketing, au niveau packaging de tout le produit. Là, aujourd'hui, je me permets des anglicismes que je ne me permettrais pas à RDS. Là. Fait que, on fait ça dans un podcast amical, mais Ouais, à la fin, là, on est la libre NFL, ici. le Canada, c'est un marché conquis pour la NFL. On est tous fans de la NFL. Puis en plus, il y a des villes comme Buffalo, comme New England, comme les Jets et les Giants, comme Seattle, comme les Vikings, sont tous proches de la frontière canadienne. Fait qu'on a nos équipes préférées en plus, géographiquement, qui sont accessibles. Fait que quand la NFL existe, le monde arrête de bouger. Puis tout le monde ne se focus sur le produit NFL, qui est présenté de façon grandiose et spectaculaire. Fait que la CFL ne peut pas tenir tête à ça. Puis les meilleurs Canadiens, honnêtement, si on le choix puis ils sont offerts un comptoir, c'est ceux qui vont aller dans la NFL. Parce que l'argent, c'est 5, 6, 7, 8, 10 fois plus. Puis les conditions sont meilleures aussi. Alors, tout le monde veut jouer dans le meilleur circuit. C'est toujours dur pour la Ligue canadienne parce que c'est la seule ligue sportive qui a une autre ligue en parallèle, meilleure, supérieure, comme voisin, qui prennent tout l'espace possible. Bon, la NFL ne viendra pas au Canada parce qu'ils savent que s'ils viennent au Canada, c'est la fin de la Ligue canadienne. Fait qu'ils ne mettront pas d'équipe ici, par courtoisie. Mais on sait qu'ils auraient pu facilement mettre une équipe d'expansion à Toronto. Ouais. Toronto, Mais il y c'est a une ville encore à américaine. Toronto, il y a des gens d'affaires qui souhaiteraient l'arrivée d'une Ben équipe oui, d'NFL jusqu'à ce jour, qui non, mais essayent même encore. Là, tu Ben sais. oui, mais Didier, c'est sûr, les équipes de la NFL valent 5,2 milliards en moyenne. En moyenne. Si les Cowboys de Dallas étaient vendus demain, même s'ils sont listés à 9,3 milliards US, Jerry Jones irait chercher 15 milliards US. Je te le dis, là. Parce que les Cowboys de Dallas, c'est comme un bijou de la couronne. Alors, quelqu'un va payer pour ça, Didier. Fait que, imagine une équipe de la NFL à Toronto. C'est sûr que quelqu'un va mettre 6. Les Commanders ont été vendus à 6 milliards. Les Broncos à 4,7 milliards. Ça, c'est tout de l'argent US. Imagine là, que Goodell dit ben, on va faire une expansion de 2 équipes, Toronto, Mexico. Boum! Ces chiffres-là pourraient atteindre 8 à 10 milliards chacun. Fait que les gens savent qu'il y a un investissement important et qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Mais la NFL n'ira pas au Canada par respect pour la Ligue canadienne. Ce qui m'amène à conclure sur le point de la Ligue canadienne. L'avenir va toujours être nébuleux. Ça va toujours être difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de porte de sortie. Le produit ne sera jamais meilleur dans la Ligue canadienne qu'il l'est dans la NFL. Puis même si on est fan patriotique, puis pour notre amour du Canada, à la fin, Didier, les frontières n'existent plus. On suit la Premier League comme si ça se déroulait dans notre cour arrière. On n'a pas besoin là, d'être en retard sur les nouvelles. La virtualité de la technologie nous permet de tout consommer instantanément, on call, on demand. Quand on veut quelque chose, on l'a tout de suite. Fait que la Ligue canadienne n'a pas les moyens de survivre à ça. Mais s'ils continuent d'être dans des niveaux de quelques millions de surplus, quelques millions de pertes, un break-even à travers la Ligue, ça va continuer de donner la chance à des Canadiens de jouer au football professionnel, mais ce n'est pas le niveau de la NFL ou de la NBA. Les athlètes supérieurs vont se retrouver dans la NFL parce que les conditions sont tout simplement meilleures pour eux. Et pour la Ligue canadienne, ça va être un gros test là, les 5 prochaines années pour le commissaire Randy Ambrosie pour savoir s'il est capable d'emmener ça à un autre niveau. Parce que si tu te rappelles, il y a une couple d'années, il parlait de la CFL 2.0, 3.0, Ah, d'avoir des empreintes partout dans le monde. Écoute,
faut être réaliste aussi. La NFL, c'est le plus gros rouleau compresseur de sport sur la planète. Fait que la CFL est face à un énorme défi. C'est pas la fin, rien de là. Ça veut juste dire que ça va être très difficile pour eux de faire beaucoup mieux que ce qu'ils font aujourd'hui actuellement. Ouais, ce que j'ai trouvé qu'il faisait jamais aucun sens là, de vouloir rendre la Ligue canadienne internationale. D'abord et avant tout, il faut être une bonne base solide au Canada, d'abord et avant tout. Là. Ça s'appelle la Ligue canadienne, là, d'abord et Ça avant prend de tout. Mais l'argent, bref, Didier. ben oui, c'est ça. Ben écoute, on pourrait continuer cette conversation-là pendant 2, 3 heures encore. Là. Je pense que les deux, on est passionnés de ces sujets-là. Encore une fois, Ray, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je sais que tu as un horaire rechargé, mais je voulais t'avoir afin de jaser de tout ça. Tu es vraiment une sommité au niveau de ces sujets-là au Québec. Encore une fois, je te remercie. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Puis on espère te revoir éventuellement Ben dans oui, le Didier, gêne-toi podcast. pas. Bonne chance Bon, avec le ben parfait. podcast. Merci pour l'invitation. Puis t'en fais pas anytime. Ça me fait toujours plaisir, Didier, quand tu m'appelles. Ah ben, t'es bien gentil, Ray. Merci beaucoup. Passe une bonne fin de Salut journée. tout le monde. Salut messieurs. Excellente conversation avec Ray Lalonde. On a débordé, on a parlé un peu plus longtemps qu'on voulait. Mais pour moi, en tout cas, ce sont des sujets qui me fascinent, là, ce mélange-là, bien sûr, entre le sport professionnel et les médias et les diffuseurs. Ça fait longtemps que j'œuvre dans ces domaines. Et puis, vous l'avez vu, hein, Ray Lalonde, c'est un homme qui est très passionné, mais également, il sait de quoi il parle. Eh bien, sans plus tarder, on va maintenant accueillir Malik Mega, receveur de passe maintenant de l'Université Coastal Carolina, ancien des Nittany Lions de Penn State, comme Ray Lalonde également. Alors, Malik, ben, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Tu te retrouves à Montréal pour quelques jours. Alors, ben, écoute, tout d'abord, tu changes d'école après 4 ans à Penn State. Tu t'en vas à Coastal Carolina. Dis-moi, qu'est-ce qui a mené à cette décision de changer d'école? Euh, c'est ça. J'étais apprécié pendant 4 ans. J'ai fait tout ce que j'avais à faire là-bas. Je ressors de là-bas avec comment ça s'appelle, mon degree, mon bac. Donc, Oui. c'est ça. Je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire là-bas. Maintenant, c'est temps pour un petit changement. Puis, aller avoir du fun, jouer receveur là-bas. Coastal Carolina, ça va être un bon fit. Puis, mettre toutes les chances de mon bord pour me rendre où je veux me rendre. Ben, félicitations d'avoir obtenu ton bac. Hein. C'est bon, plusieurs fois, on entend des joueurs, ils vont changer d'école, tu sais, ils sont à la poursuite d'une carrière dans la NFL, mais ils négligent le côté de leurs études. Mais toi, tu as obtenu ton bac en télécommunication, donc félicitations, parce que je sais, je me souviens à l'époque, je t'avais interviewé quand tu venais de quitter le Vieux-Montréal pour aller à Penn State. C'était un de tes objectifs d'obtenir ton bac. Ben voilà, c'est fait, tout ça. Ben, tu vas l'avoir avec toi pour le restant de tes jours. Je tenais vraiment à te féliciter. C'est vraiment un bel accomplissement pour toi, Malik. Mais maintenant, en Coastal Carolina, j'imagine également le fait tu n'as pas tenu le temps de jeu que tu souhaitais à Penn State. Puis là, ben, ça devrait mieux aller de ce côté-là à Coastal Carolina. Exactement. Ça, c'était une de mes raisons principales pourquoi j'ai dû partir de Penn State parce que je sais mon niveau puis je sais ce que je suis capable de faire. Donc, c'est ça. Je vais juste aller dans une école où je vais être capable de montrer mes talents. Disons ça comme ça. Je vais être capable de montrer mes talents puis d'avoir beaucoup de temps de jeu puis juste tout casser. Oui, ben, je sais que tu t'es fait de bons amis durant tes 4 années à Penn State. Tu as vécu une expérience de vie unique. Ben, le fait que ça ne s'est pas déroulé comme tu le souhaitais sur le terrain, tu n'as pas obtenu autant de temps de jeu que tu le souhaitais. Est-ce que tu regrettes d'être allé à Penn State parce que c'est un gros programme? Hein? On vient d'en parler avec Ray Lalonde, c'est un des programmes les plus prestigieux au niveau du football universitaire, mais c'est très compétitif. À tous les ans, tu as des joueurs qui ont un classement de 5 étoiles, 4 étoiles, qui s'ajoutent à la formation. Puis des fois, on dit aux joueurs d'ici, bon, OK, oui, tu vas aux États-Unis, mais peut-être tu devrais essayer d'aller à une école qui est moins prestigieuse. Ça serait plus facile d'avoir accès au terrain. Ou si pour toi, ben, tu es un compétiteur et puis tu ne regrettes pas ta décision parce que tu voulais vraiment jouer dans le Big Ten parmi une des conférences, l'une des meilleures conférences de football universitaire américain. C'est ça, exactement. Pour moi, aucun regret. Là, je suis un compétiteur. Puis c'est mon esprit compétitif qui m'a amené à Penn State. Puis j'ai aucun regret. J'ai fait des bonnes rencontres. J'ai joué sur les teams. J'ai un bon tape de team. So, la seule chose qui me manque pour me rendre où je veux me rendre, c'est un tape de receveur. Puis ça va se faire cette année. Puis
je suis vraiment excité pour ce qu'il y a en avant de moi, là. Ben justement, c'est quoi tes objectifs là, pour cette année? Parce que là, ça va être ta dernière dans les rangs universitaires, peu importe ce qui se passe. Alors, quels sont tes objectifs? D'abord et avant tout, tu veux être un partant, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Exactement, exactement. Ça, je suis même pas stressé par rapport à ça. Ça devrait être bien correct. Puis mes objectifs personnels, je dirais 1500 yards, 1500 verges, 15 touchés, 95 catches, 95 attrapés. OK, tu mets la barre haute, tu mets la barre haute, Ouais, j'aime je mets ça. la barre très haute. Je mets la barre très haute parce que c'est ça que j'ai besoin. Puis l'invitation au combine. Puis après ça, je vais tout casser. J'ai pas de stress avec ça, là. Ben bon, on te le souhaite, Malik, on te souhaite là, Merci d'atteindre tes beaucoup. objectifs et éventuellement d'obtenir une invitation au comeback de la NFL, au camp d'évaluation de la NFL. Parle-nous de ton carrière, parce que c'est important pour un receveur de passe. Et comment tu as choisi Coastal Carolina? Quels étaient tes critères? Est-ce que d'avoir un bon carrière qui peut te lancer le ballon faisait partie de tes critères? Exactement, exactement. T'as tout compris ça. J'étais allé en visite, j'étais allé en visite à Coastal Carolina, puis il y a trois bons carrières là-bas. Il y a un carrière qui vient de Michigan State, qui s'appelle Noah Kim. Puis il y a leurs coaching staff sont vraiment chauds sur lui. Puis il y a un autre gars qui s'appelle Vasco. Il vient de Kansas, l'université de Kansas. Le coaching staff lui ont parlé hautement de lui. Donc ça va être ces deux-là en bataille. Puis c'est ça, à ma visite, j'ai parlé aux deux. Puis les deux, c'est des bons gars. On va avoir une bonne connexion. Puis c'est ça qui compte, là, surtout avec notre QB, d'avoir une bonne connexion. Ça va être quelque chose de très primordial pour moi là, de créer une bonne Ouais. connexion pendant l'été. Puis, ouais, c'est ça. Je suis très excité par rapport à ces deux QB-là. Puis, ils vont être capables de lancer le deep ball. Ouais, ben écoute, t'es facile à repérer là, avec ton physique, quoi, 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, 215 livres. Alors, ils vont être en mesure de te repérer, j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres écoles, mis à part Coastal Carolina, tu sais, que tu Ouais. regardais ou avec qui tu as eu des discussions? Je parlais plus à Old Dominion et Coastal Carolina. So, j'ai fait les deux visites back-to-back. J'ai fait les deux visites de suite, je veux dire. Puis, c'est ça. So, je suis parti un vendredi à Old Dominion, un vendredi jusqu'au dimanche, puis du dimanche jusqu'au mardi, j'étais à Coastal Carolina. Puis après ça, j'ai fait ma décision, je pense que j'ai fait ma décision la semaine d'après. Puis dans ma tête, je savais c'était où déjà parce que le vibe était différent, c'était un bon vibe. Puis c'est ça, il parlait des choses que j'aimais entendre. Puis qu'ils ont besoin de moi pour jouer, pour pour prolonger le field verticalement. Puis c'est ça que je suis bon à faire ça, donc pourquoi pas. Ouais, pour les gens qui ne le savent pas, bon, le campus de l'Université Coastal Carolina, oui, c'est à Myrtle Beach. Ça va être une différence au niveau de la culture également. Là, tu étais dans le nord, à Penn State, en Pennsylvanie. Là, tu t'en vas plus au sud des États-Unis. Comment tu anticipes ça? Là? Parce que c'est une chose, bon, sur le terrain, d'apporter des adaptations. Tu vas te joindre à une nouvelle équipe, mais également ta vie à l'extérieur du terrain, là aussi. Je sais que tu vas poursuivre tes études, tu vas essayer d'obtenir une maîtrise, si je ne me trompe pas. Et, Oui, 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 mais au niveau exactement. là, oui, donc au niveau de la vie culturelle, là, comment t'anticipes ça? Moi, je pense pas que ça va être un problème, puisque à Penn State, je connais beaucoup de gens qui viennent du sud, de Floride, Texas, tout ça. Puis j'ai déjà rencontré quelques gars de là-bas, puis ça s'est très bien passé. Puis en même temps, je vais pas là-bas pour m'amuser. Je vais là-bas juste jouer au football, rentrer à la maison, jouer à mes jeux vidéo, puis c'est ça. So, je vais pas trop sortir, je vais rien faire. Je suis vraiment concentré, puis c'est ça. On a un objectif en tête, puis on va pas le rater. Ouais, concentré, locked in, comme on dit. Ça, j'aime ça entendre ça. C'est ta dernière année au football universitaire, alors faut que tu donnes tout ce que tu as à donner. Ben écoute, Malik, je te souhaite, je te souhaite sincèrement de connaître du succès à Coastal Carolina. Alors, je te souhaite d'avoir un bon été. Profite de ton séjour à Montréal. Tu n'as pas l'occasion de revenir souvent. Profite-en bien, puis on va te suivre tout au long de l'automne. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Allez, porte-toi bien. All right, toi aussi.
Alors, c'était Malik Mega, nouveau receveur de passe de Coastal Carolina, après avoir joué pendant 4 saisons à Penn State. On souhaite bien sûr à Malik qu'il soit en mesure justement d'atteindre les objectifs qu'il vient de partager avec nous. On va se tourner du côté du fantasy football de la NFL avec Marc-André Chaloux. On a parlé de la NFL, bon niveau du streaming en compagnie de Ray Lalonde, mais là, on va parler des Penn joueurs. State. Oui, Penn State. Ben oui, Penn State, C'est il le devrait nous podcast envoyer Penn de State, l'argent. Didier. Ah oui, C'est on le devrait leur podcast. demander Moi, je s'ils suis veulent déjà nous allé voir un commanditer. match à Penn State. Si je peux Oui, ben oui. raconter une Vas-y. anecdote. J'ai Ben été oui. voir un match avec mes amis qui travaillent à RDS, Benoît Baudouin, journaliste, puis Michael Fillon. On avait été voir qu'on appelle le White Out. C'est que les gens s'habillent en blanc pour ce match-là. En 2018, Ohio State contre Penn State, c'était le regretté Dwayne Haskins qui est au poste de quart pour Ohio State. Austin Mack était dans la formation des Buckeyes, J.K. Dobbins. De l'autre côté, on avait Miles Sanders, on avait Pat Freiermuth, entre autres. C'était vraiment, en termes d'ambiance, là, il y avait comme une affaire comme 110 000 personnes. On avait battu un record de foule, d'assistance pour ce match-là. C'était complètement fou. L'ambiance était complètement folle. Je crois qu'Ohio State l'avait emporté par 1 point, si ma mémoire est bonne. C'était vraiment incroyable. Je souhaite, si vous êtes un amateur de football, d'aller assister ou de vivre l'expérience universitaire dans des gros stades. Je suis allé personnellement à Michigan, je suis allé à Penn State, même j'ai été voir un match à Texas A&M aussi au Texas. C'était assez déboussolant comme expérience, mais c'était vraiment intéressant. Je souhaite ça à tout le monde de vivre ça au moins une fois dans leur vie, là, assurément. Ah, écoute, moi, mon plus grand souvenir de mon passage au niveau du football universitaire américain, c'est à Penn State aussi. Ça fait très longtemps. C'est au début de la saison 2000. On avait joué là-bas à Happy Valley. Il y avait 100 000 personnes. Et puis, c'est tellement incroyable là, tu sais, pour moi qui venais du Cégep du Vieux-Montréal. Bon, on jouait devant de petites foules. Puis là, c'est le premier match dans lequel j'étais en uniforme. Puis là, de jouer à Happy Valley devant cette foule-là. Tu sais, en 2000, le grand film, c'était le film Gladiator, Gladiator avec Russell Crowe. Puis, tu te souviens, là, la scène, la première fois qu'il arrive dans le Colisée de Rome, ben, quand je suis arrivé sur le terrain pour le début de la rencontre, c'est comme ça que je me sentais, Marc-André. C'est tellement incroyable d'être sur le terrain avec plus de 100 000 personnes. Tu peux sentir le terrain qui tremble tellement que ta foule est bruyante. Puis, qu'est-ce qui était le meilleur là-dedans, c'est qu'on a gagné le match. On a planté Penn State, 24-6. On avait gagné la rencontre. Ouais, avec Joe Paterno sur les lignes de côté. Il n'y a rien là, Penn State, OK? Que quand les Rockets de Toledo sont allés à Happy Valley, ben, les gens sont pas quittés le stade en pleurant. Okay? On a gagné le match, ce qui rend le souvenir encore meilleur. Mais non, c'est vraiment une belle place pour jouer au football. Mais c'est rien comparé aux Rockets de l'Université de Toledo. Allez, on va parler de fantasy football. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? J'ai fait des joueurs qui étaient en ascension au niveau fantasy à la suite de l'entre-saison. La semaine dernière, je suis concept. Hein? Donc, cette semaine, je vous propose des joueurs qui sont un peu en chute libre en ce moment. Et je commence par le quart Justin Herbert des Chargers de Los Angeles. Il est le quart numéro 15 en ce moment, Didier, dans les classements fantasy. Ça veut dire que si vous avez un pool à 12 formations, ben Justin Herbert, il y a des chances qu'il ne soit pas repêché dans votre pool. C'est quand même assez intéressant. C'est une lourde chute pour un gars qui était repêché comme 6e, 7e quart. Même on voyait dans le top 5 lors des dernières saisons. La réalité, c'est que lors des dernières saisons, il n'a même pas une moyenne de 2 passes de toucher par match, Justin Herbert. Ça a été vraiment difficile. Ça, c'était avec un coordonnateur qu'on dit offensif qui aime le jeu aérien avec un gars comme Kellen Moore. Et là, vraiment, on a un changement de philosophie qui pointe à l'horizon du côté des Chargers de Los Angeles avec l'arrivée de Jim Harbaugh et de Greg Roman aussi au poste de coordonnateur offensif. Et ça s'est traduit par le repêchage. On a repêché le joueur de ligne offensive Joe Alt en première ronde. Donc ça, ce qu'on pense ou ce que la communauté fantasy pense, c'est qu'on va courir davantage avec le ballon. Ça sera une attaque vraiment davantage axée sur le jeu au sol. Puis ça va nuire à la production fantasy de Justin Herbert. On a un groupe de receveurs. On s'est départi de nos receveurs étoiles, Mike Williams, Keenan Allen. On a un groupe vraiment de receveurs peu expérimentés. On a repêché en début de deuxième ronde le receveur de Georgia, Ladd McConkey. On a Quinton Johnson, le receveur qu'on a repêché en première ronde l'année dernière, qui a vraiment connu une saison, on peut dire désastreuse, à sa saison recrue, à sa première saison dans la NFL.
Et on a Joshua Palmer qui aura honnêtement l'opportunité enfin de se faire valoir comme un receveur, disons, avoir du temps de jeu dans l'attaque des Chargers. Ça sera un receveur à surveiller, notamment au camp d'entraînement, selon moi. Et avec l'arrivée de Greg Roman, ce que je me pose comme question, c'est que oui, on va courir davantage avec le ballon, mais je pense qu'il va peut-être avoir plus d'opportunités au sol pour Justin Herbert. On va peut-être utiliser ses jambes davantage parce qu'on sait que Justin Herbert, notamment à l'Université de l'Oregon, il était capable de courir avec le ballon. Et on sait que Greg Roman arrive de Baltimore. Donc, peut-être un schéma tactique ou des stratégies peut-être semblables à ce que Lamar Jackson pouvait avoir à Baltimore sans toutefois les qualités athlétiques de Lamar Jackson. Donc, pour moi, à la position numéro 15, oui, il est en chute libre, Justin Herbert, mais avec les camps d'entraînement, j'ai bien hâte de voir comment ça va se développer. Il pourrait devenir une valeur fantasy dans vos poules lorsque le mois de septembre va arriver. Ah, peut-être qu'on va utiliser ses jambes un peu plus lorsqu'on est près de la zone début, dans la zone critique. Peut-être ça pourrait devenir des touchés au sol pour Justin Herbert. En tout cas, il va être bien coaché, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que Jim Harbaugh est un ancien carrière de la NFL, bien sûr. Puis ses carrières, lorsqu'il était à San Francisco, on avait vu une amélioration avec eux. Souviens-toi, la carrière d'Alex Smith, comment ça allait mal avant l'arrivée de Jim Harbaugh. Là, après ça, lorsque Colin Kaepernick l'a remplacé, Kaepernick a connu ses meilleures saisons lorsque Harbaugh était son entraîneur-chef. Et Mark Trestman, ben, il est là, il fait partie du groupe d'entraîneurs également des Chargers maintenant. Alors, il y a beaucoup de matière grise à la position de carrière dans le groupe d'entraîneurs des Chargers. Alors, on verra si, comme ça a si bien expliqué, le changement de philosophie, ça va affecter Herbert, du moins sa production en termes de fantasy football. On reste à Los Angeles maintenant, mais on va se transporter du côté des Rams. Karam Williams, demi à l'attaque l'année dernière, soit en deuxième moitié de saison. Écoute, il a été une perle du fantasy football, mais là, tu ne crois pas qu'il va être en mesure de reproduire cette production cette année? Une véritable révélation. Porteur de ballon numéro 2 en termes de points par match, Kyren Williams, la saison dernière. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est que, oui, il a été le porteur de ballon numéro 2, mais il a obtenu énormément d'opportunités de se faire valoir. C'est plus de 22, à partir de la semaine numéro 10, il a obtenu plus de 22 opportunités par match. Ça, c'est énorme au niveau fantasy. C'est ce qu'on souhaite d'un porteur de ballon, d'une vache à lait au niveau fantasy. Le problème, c'est que les Rams ont repêché Blake Corum, le porteur de ballon des Wolverines du Michigan, en 3e ronde cette saison. Donc, ce qui m'amène à penser qu'on va peut-être assister à un partage plus équitable du travail, puisque Kyren Williams a été souvent blessé depuis le début de sa carrière. Et Blake Corum, c'est pas le dernier venu d'user. Juste pour vous mettre en perspective, il a obtenu 23 touchés au sol la saison dernière. Donc, selon moi, c'est qu'on a vraiment des idées pour l'utiliser, notamment à la porte des buts, et il n'est pas un mauvais receveur de passe non plus. Donc, dans le jeu aérien, je pense que Blake Corum va pouvoir peut-être subtiliser ou voler des opportunités à Kyren Williams cette saison. Kyren Williams, au début, on le croyait, j'étais le premier à dire que, selon moi, la saison prochaine, avec le nombre d'opportunités, si ça restait comme ça, on pouvait maintenant faire un plaidoyer pour qu'il soit le premier porteur de ballon repêché au niveau fantasy, voire dans le top 3. Mais là, à cause de la présence de Blake Corum, il a reculé au 6e rang au niveau fantasy, au 7e rang, pardon, au niveau fantasy. Il demeure devant des gars comme Derrick Henry, comme Travis Etienne, que je crois qu'il va rebondir cette saison. Et justement, avec la présence de Blake Corum, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va s'agencer ou va se dessiner dans le champ arrière des Rams. Sauf que je tiens à dire que Sean McVay n'est pas vraiment un ardent amateur du partage du travail. Lorsqu'on a un porteur de ballon numéro 1, on l'utilise vraiment à outrance, et ça depuis le début de sa carrière avec les Rams. Je pense à Todd Gurley, je pense même à Darrell Henderson, à Cam Akers, et l'année dernière, Kyren Williams. Donc, pour moi, ça demeure quand même une situation intéressante où à avoir évolué, notamment au camp d'entraînement aux Rams, mais je ne suis pas convaincu que Kyren Williams va connaître une deuxième saison aussi époustouflante que la première, notamment au niveau fantasy. Mais je pense qu'on avait besoin d'ajouter une police d'assurance dans le champ arrière. Rien contre Kyren Williams. Écoute, il a été sensationnel pour les Rams l'année dernière, mais il n'a pas un physique imposant, les gars, pas un gros porteur de ballon. Donc, je pense qu'on s'est dit, écoute, on ne va pas prendre de chance parce qu'il avait raté quelques matchs en raison de blessures aussi. Donc, on s'est dit, on va repêcher un autre demi à l'attaque afin de lui donner un coup de main
dans le champ arrière. Pour les Rams, je crois que c'est vraiment une bonne idée de jumeler Corum à Williams dans le champ arrière. Pour les propriétaires de Fantasy Football, pour les propriétaires de Williams, voilà, c'est un peu moins attrayant pour les raisons que tu viens de mentionner. Josh Jacobs a changé d'adresse durant la saison morte des parties de Vegas à Green Bay. Il va remplacer Aaron Jones dans le champ arrière des Packers. Mais malgré tout, d'après ce que tu as vu, ben là, son classement, il a chuté au classement des demi à l'attaque de la NFL en termes de fantasy football. Il est présentement dans les classements au 10e rang, Josh Jacobs. Mm. Je remonte en 2022. Josh Jacobs, en 2022, Didier, a touché au ballon près de 400 fois lors de la saison. Ça, c'est énorme. C'est outrageux pour un porteur de ballon, ce qui fait que l'année dernière, 2023, il a été blessé plus souvent qu'à son tour. Il a été supplanté par Zamir White dans le champ arrière des Raiders de Las Vegas. Et moi, ce qui est intéressant avec Josh Jacobs, c'est la structure de son contrat qu'on lui a donné avec les Packers de Green Bay. Oui, c'est un contrat de 4 ans, mais c'est vraiment les Packers qui contrôlent absolument tout dans ce contrat-là. Si Josh Jacobs ne livre pas la marchandise, on peut se débarrasser assez aisément, sans trop de pénalités, de Josh Jacobs dès la saison prochaine. Ce qui m'amène à vous parler de Marshawn Lloyd, le porteur de ballon qu'on a repêché en 3e ronde, de qui on dit beaucoup de bien. Les entraîneurs, j'ai vu des extraits de Matt Lafleur qui encensaient vraiment Marshawn Lloyd. On adore ce qu'il peut apporter aux Packers de Green Bay. C'est un choix de 3e tour qu'on a repêché. Plusieurs analystes le voyaient comme le meilleur porteur de ballon de cette classe, de cette cuvée de repêchage. Et justement, avec la présence de Marshawn Lynch, je me questionne sur le volume ou sur les intentions que les Packers ont envers Josh Jacobs. Et pour tous ces points d'interrogation-là, mais je pense que d'investir, d'être le porteur de ballon numéro 10 au niveau fantasy, donc un choix de fin de première, début de deuxième ronde, Josh Jacobs, c'est hautement audacieux en ce moment au niveau fantasy. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis pas certain que Josh Jacobs est le même depuis sa saison 2022. Comme tu l'as dit, il y a un historique au niveau de la NFL, là, lorsque les demi à l'attaque touchent au ballon plus de 400 fois, sont plus les mêmes là, pour le restant de leur carrière. Il y a des exceptions comme Derrick Henry, mais lui, c'est une force de la nature, Adrian ça compte pas. Peterson, il est Adrian force de Peterson nature. également. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais bon, ça, c'est quoi? C'est un porteur de ballon 10 ans, ou à peu près, qui est comme Absolument. ça. Alors, non, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va aller du côté, oui, des Patriots de l'Angleterre. Ramondre Stevenson. Moi, j'avais des hautes attentes pour Stevenson en termes de fantasy football l'année Ah, moi dernière. aussi. Mais bon, les problèmes qu'on avait à la position carrière, ça n'a pas vraiment aidé. Là, l'attaque des Patriots était une des pires de la NFL. Mais là, bon, on a Drake May, on a Jacoby Brissett. Il semble que ça va être Brissett qui va être le partant au début de la saison, puisque May a besoin de se développer. Tout ça, ça fait en sorte que Stevenson a perdu de la valeur. Il était le porteur de ballon numéro 10 au niveau fantasy en 2022. Et en 2023, Didier, il était porteur de ballon numéro 27 en termes de points par match l'année dernière. Donc, on a vraiment... Exactement. On a été déçus. Et cette chute-là fait qu'il a chuté également dans les classements fantasy cette saison, Ramondre Stevenson. Encore là, je pense qu'on aura un changement de direction, un changement de philosophie chez les Patriots. Un peu comme les Chargers. Si les Chargers, selon moi, vont être davantage axés sur le jeu au sol, mais d'après moi, les Patriots, on a fait des additions pour être davantage axé sur le jeu aérien. On a repêché 2 receveurs de passe, Jalen Polk et Javon Baker. Repêcher 2 receveurs de passe chez les Patriots, on n'avait pas vu ça dans l'ère Bill Belichick. Et également, on a un corps arrière recru en Drake May. Tu as parlé de Jacoby Brissett. On a signé également Antonio Gibson, pardon. Antonio Gibson, on sait que sa force, c'est ses mains. C'est en situation de passe. C'est sur les 3e essais. Donc, je pense que le volume de Ramondre Stevenson est en jeu ici. Et là, comme on veut davantage passer le ballon, je pense que justement la production de Ramondre Stevenson va être affectée. Ça n'augure rien de bon pour lui en ce moment au niveau fantasy. Et même Drake May, parce que veut pas, selon moi, il va finir par prendre les commandes, prendre les rênes de l'attaque, peut-être en milieu de saison ou après 5-6 matchs. On ne terminera pas la saison avec Jacoby Brissett. Puis Drake May aussi est un corps arrière qui peut utiliser ses jambes pour marquer des touchés, notamment, en fait, dans ses faits saillants au niveau universitaire, c'est ce qu'il faisait. Donc, pour moi, toutes ces choses-là, m'amènent à penser que Ramondre Stevenson pourrait connaître une saison fantasy décevante encore une fois.
Ouais, début d'une nouvelle ère hein, à Foxborough. Plus de Bill Belichick, Gerard Mayo qui est maintenant l'entraîneur-chef. Alors, on n'est pas vraiment certain à quoi s'attendre de la part des Patriots cette année. Stephen Diggs, il a quitté Buffalo, porte maintenant les couleurs des Texans de Houston. Donc, il passe de Josh Allen à CJ Stroud. Donc, on venait de parler avec Malik Mega, l'importance d'avoir un bon Mhm. carrière, pas receveur de passe. Mais là, il s'en va avec la recrue de l'année en attaque du côté de la NFL en Stroud. Ben, est-ce qu'il reste de l'essence dans le réservoir de Stephen Diggs? Parce que l'année dernière, surtout en deuxième moitié de saison, il était pratiquement invisible. Ce sera un joueur polarisant, Stefan Diggs, dans les Mm. repêchages fantasy, d'après moi, au mois d'août, au mois de septembre. Parce qu'à partir de la semaine numéro 10, l'année dernière, Didier, il a obtenu seulement 7 points fantasy par match en moyenne. C'est vraiment très peu pour un Imagine. receveur qu'on repêchait en première ou en deuxième ronde de nos repêchages fantasy. Il part d'un endroit où il était le receveur numéro 1 le receveur numéro 1 incontesté dans une attaque. Et il devient, selon moi, peut-être le receveur numéro 3 dans une attaque parce qu'on connaît la chimie développée entre CJ Stroud et Nico Collins, mais surtout Tank Dell. Est-ce que Tank Dell sera là dès le début de la saison? C'est la grande question du côté des Texans. Stéphane Diggs, il a 30 ans aussi. On sait que le déclin pour un receveur de passe, ben, quand tu approches la Mhm. trentaine, quand tu arrives la trentaine, ben, c'est vraiment difficile. Et je me questionne sur le fait, oui, CJ Stroud, il est vraiment très bon, Didier. Il a connu une saison recrue vraiment incroyable, mais est-ce qu'il peut supporter 3 receveurs de passe élite au niveau fantasy? Puis ça, j'ai même pas parlé encore de Dalton Schultz et de même Joe Mixon qu'on va utiliser dans le jeu aérien potentiellement avec qu'il a de bonnes mains. Donc, pour moi, je pense que les points fantasy vont vraiment être éparpillés à Houston. Ça sera plus un casse-tête que d'autres choses. Et il est le receveur numéro 26 en ce moment au niveau fantasy, Stéphane Diggs. Il est devant des joueurs comme George Pickens, comme Malik Neighbors, même Zay Flowers, qui, selon moi, sont des receveurs numéro 1 incontestés pour des équipes qui seront ciblés davantage par leur corps respectif plutôt que Stéphane Diggs. Donc, pour moi, Stéphane Diggs est en chute libre et avec raison au niveau fantasy. Ouais, moi, personnellement, j'ai pas aimé cette transaction-là des Texans de Houston. C'est quoi? Ils ont donné un choix de deuxième ronde pour Mhm. Diggs. Pas nécessairement en raison du choix de deuxième ronde, parce qu'on n'a aucune idée qui sera ce joueur-là, même s'il va être bon. Mais je crois pas, moi, que Diggs, justement, qu'il lui reste de l'essence dans son réservoir. C'est à mentionner le fait qu'il a 30 ans. Je pense qu'il est sur la pente descendante. On n'en avait pas vraiment besoin. Puis la chose avec Diggs, s'il ne produit pas, ou bien s'il n'est pas ciblé, comme tu viens de le mentionner, CJ Stroud a plusieurs bouches à nourrir. Mais là, Mhm. est-ce qu'il va se mettre à bouder? Parce qu'on l'a vu hein, au fil des ans à Buffalo, même avant ça au Minnesota, quand les choses vont pas comme il le souhaite, ben là, on le voit bouder sur les lignes de côté. Puis là, bon, il va de certains messages à travers les médias ou les réseaux sociaux. Donc là, est-ce que c'est peut-être potentiellement un cas problème? Peut-être quelque chose à surveiller, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je tiendrais loin de lui au niveau du repêchage de fantasy football. Debo Samuel des 49ers de San Francisco. Il y a même des rumeurs plutôt au cours de la saison morte, peut-être que les Niners allaient l'échanger ou ils allaient échanger Brendan Ayuk. Mais peu importe, tu ne crois pas que, ben, en fait, selon ce que tu as remarqué, eh bien, Debo, ben, il a chuté là, en termes de classement chez les receveurs de passe. Il est le receveur numéro 10 au niveau fantasy. Il avait terminé la saison dernière comme receveur numéro 12 en seulement 15 matchs. Donc, si on transpose ça sur 18 matchs, receveur numéro 10, c'est quand même une bonne position, je trouve, pour Debo Samuel. Mais c'est un peu loin parce qu'il avait, à ce rythme, l'année dernière, il aurait facilement pu terminer dans le top 5, le top 6, la position de receveur de passe. Et oui, tu en as parlé, les rumeurs de transaction, c'est un peu ça qui est nébuleux du côté des 49ers de San Francisco, Didier. On a même repêché un receveur en première ronde en Ricky Pearsall. On pensait que Brandon Ayuk allait être échangé lors du week-end de repêchage. Finalement, non. Puis finalement, c'est peut-être Debo Samuel qui va être échangé. On ne sait pas encore. Puis Ricky Pearsall, je tiens à dire qu'il a joué, tu sais, il y a une chimie qui était déjà existante avec Brandon Ayuk. Ils ont notamment joué ensemble à l'université Arizona State avant que Pearsall transfère à l'université Florida. Donc, pour moi, il y a une petite chimie ici. C'est peut-être un signe qu'on va peut-être essayer de se départir dans les prochaines semaines de Debo Samuel encore. Et bon, là, ce qui m'amène à parler de l'attaque. On a maintenant 3 receveurs de passe que Brock Purdy pourrait avoir confiance. On a Christian McCaffrey qui commande énormément
d'opportunités dans l'attaque des 49ers. Et je n'ai même pas parlé de George Kittle aussi, qui commande également son lot de ballons dans une attaque qui risque d'être explosive. Mais encore là, c'est un peu le même problème qu'à Houston, de dire on a plusieurs bouches à nourrir, on a plusieurs joueurs à satisfaire. Donc, pour moi, Deebo Samuel, comme receveur numéro 10 en ce moment, il est d'ailleurs juste derrière Brandon Ayuk, qui est à la position numéro 9. Je trouve ça cher, l'investissement, mais peut-être qu'on va avoir des éclaircissements dans le paysage en San Francisco d'ici la fin d'ici le début de la saison, pardon. Donc, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se dessiner à San Francisco. Moi, j'ai l'impression qu'on va garder tout le monde du côté des Niners parce que un peu cette année, pour eux, ben, c'est un scénario, ça passe ou ça casse. Hein. Ce noyau de joueurs-là a participé à 2 Super Bowls. On a perdu les 2 fois contre les Chiefs, en plus de ça. Et puis, écoute, lors du dernier Super Bowl, là, si Christian McCaffrey n'est pas victime d'un échappé lors de la première séquence des Niners, qui est en train de traverser le terrain, est-ce qu'ils auraient peut-être gagné le match? Qui sait? Mais ça fait 2 fois qu'on passe près. Donc, je pense que cette année, on va essayer de garder toutes nos armes et puis finalement, on va essayer de mettre la main sur le trophée Vince Lombardi. On verra si on sera en mesure de le faire. Maintenant, le dernier joueur dont tu veux nous parler, c'est un de tes joueurs favoris. Je me souviens là au début quand tu me parlais du potentiel de Cole Kmet. J'étais comme, ah, vraiment? Ben écoute, il nous a démontré des choses, hein, physique imposant, athlétique justement, avec ce physique-là, quand même. Il était une des cibles favorites de Justin Fields, mais là, Justin Fields, il n'est plus là. Il n'est plus à Chicago, il est à Pittsburgh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Cole Kmet? Est-ce qu'il va y avoir une baisse de production pour les liens rapprochés des Bears? Bien, assurément. Parce que l'année dernière, il a terminé dans le top 10 à la position de l'île rapproché, malgré, comme on vient de le mentionner, une attaque médiocre à Chicago. Il est l'allié rapproché numéro 15 en ce moment. Donc, il a vraiment baissé dans les classements de 5 positions. Pourquoi? Parce que oui, l'attaque des Bears, elle est revigorée, hein, avec Keenan Allen, avec DJ Moore, avec Rome Odunze. Mais le problème, c'est qu'encore là, c'est le même problème qu'à San Francisco et à Houston. Est-ce qu'il va y avoir vraiment des ballons qui vont se diriger vers Cole Kmet? Je ne penserais pas. Il devient la 3e, voire la 4e option dans l'attaque. Pour une attaque avec un corps recru, ça c'est non négligeable. On ne sait pas ce que Caleb Williams va avoir l'air sur un terrain de la NFL. Donc pour moi, il est la 3e, la 4e option. Puis je ne vous parle pas de DeAndre Swift, qui est selon moi aussi un excellent receveur. Un porteur de ballon receveur, c'est sa qualité première, hein, DeAndre Swift, capter des ballons dans le jeu aérien. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que Cole Kmet, repêcher Cole Kmet, ça va être un choix vraiment, comme je l'ai dit, ça va être audacieux, ça va être risqué au niveau fantasy. Et pour toutes ces raisons, je pense que Cole Kmet ne fera pas partie de mes équipes fantasy rendues au mois de septembre. Et pourtant, non, là, pas d'entrée de jeu, en tout cas. C'était la première personne qui était sur le bandwagon de Cole Kmet. On faisait des blagues avec ça, mais t'avais vu juste, il est talentueux. Puis là, tu descends. Tu n'y crois Les plus. positions changent en fantasy, ça évolue pour le mieux, pour le pire. Il faut toujours rester aguerri, aux aguets, éveillé, savoir ce qui se passe un peu. C'est ça le niveau fantasy. C'est ça le fantasy. Faut pas avoir une idée préconçue, prédéfinie. Faut toujours avoir l'esprit ouvert, garder l'esprit libre. Ouais, il y a tellement de bouches à nourrir du côté de l'attaque des Bears pour Caleb Williams. Et en plus de ça, il y a la température qui va être un facteur à Chicago. Donc, ils seront incapables de passer le ballon une fois rendu au mois de novembre, décembre et janvier. Ça reste à voir. En tout cas, on verra bien. Mais écoute, Marc-André, je te remercie. On a fait le tour. Je te remercie pour ta contribution à cet épisode du podcast Sac du Cœur. On espère que cet épisode vous a plu. En plus de remercier Marc-André, on remercie Ray Lalonde et Malik Méga. Alors, écoutez, on se reparle la semaine prochaine. Alors qu'à la fin de cette semaine-là, les Alouettes vont commencer leur saison régulière. Oui, déjà, ça va commencer le 6 juin à Winnipeg, alors qu'ils vont visiter les Blue Bombers. Allez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se reparle la semaine prochaine.